Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons par l'Éthiopie où c'est une première dans ce pays-là. Une femme a été élue à la tête de la Cour constitutionnelle du pays. Meaza donc est la première femme à occuper ce poste de la haute juridiction éthiopienne. Avant dans ce poste, elle est connue comme une brillante avocate et une féministe engagée. C'est un reportage de Lydienne Dedi. Un nouveau grand élan vers la parité au sein du gouvernement éthiopien. La Cour suprême d'Éthiopie est désormais tenue par une femme, Meaza Ashenafi, la célèbre avocate du pays, spécialiste du droit des femmes. C'est une habituée des grandes affaires juridiques. La constitution éthiopienne en l'occurrence et sa cour de jeu pour avoir participé à la rédaction dès la base de la dite constitution. Toujours penchée sur l'aspect de l'égalité des genres, son association des femmes et avocates éthiopiennes est l'un des plus efficaces de ces créneaux. Son combat porte ses fruits avec une charité bien ordonnée qui satisfait la pionnière en personne et au premier chef. La nomination de Meaza Ashenafi intervient quelques jours après l'élection, le 25 octobre, de Sahle Work-Zewde comme première femme présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, ainsi que la mise en place d'un gouvernement paritaire composé de 10 femmes et de 10 hommes. Meaza Ashenafi a été nommée à la plus haute juridiction du pays lors de la 4e session ordinaire sur proposition du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. C'est en choisissant de présenter en 1996 une jeune fille de 14 ans qu'Ashenafi marquera les esprits des Éthiopiens. La jeune fille avait tué son violeur qui l'avait kidnappée pour l'épouser. Selon les traditions du pays, grâce à cette affaire, Meaza Ashenafi contribuera même à l'interdiction en 2004 de ces enlèvements traditionnels appelés téléphas. Cette histoire a touché l'actrice américaine Angelina Jolie qui se rend souvent en Éthiopie pour apporter son aide aux personnes atteintes du sida. Cette dernière, l'actrice américaine, a ainsi produit en 2015 Diffret, un film retraçant le long combat d'Ashenafi pour défendre la jeune fille qui risquait la peine de mort dans un pays où la légitime défense n'avait été encore jamais accordée à une femme. En 2003, Ashenafi a reçu le Hunker Project Award dont le but est d'éradiquer la faim dans le monde et a été nominée en 2005 au prix Nobel de la paix pour son combat et pour les droits de la femme et l'égalité des genres. Une nomination qui vient donc en point nommé et très méritée. En Algérie, le pays a célébré donc ce 1er novembre 2018 le 64e anniversaire de la glorieuse guerre de l'indépendance contre la France. Cette guerre a donc été déclenchée en 1954. Des détails dans ce reportage signé par Ali de Mama. Des lancers de feux d'artifice, des applaudissements sur les martyrs, des levées de couleurs vert, rouge et blanc, dans un esprit assaisonné au goût de la fraternité et de la convivialité. Telle est la description accolée à la commémoration de cet événement qui a commencé le 1er novembre 1954, lorsque la révolution algérienne s'est déclarée contre toute forme d'asservissement des peuples et des êtres humains, à l'instar de l'impérialisme et du colonialisme. La grande lutte nationale lancée par toutes les ethnies et régions algériennes fait suite à plus d'un siècle de guerre tribale dans le pays. Après 7 longues années d'affrontements faisant plus d'1 million de morts, l'Algérie gagne son indépendance le 3 juin 1962 lors d'un référendum organisé conformément aux accords d'Évian du mois de mars 1962. Un accord mettant fin à la guerre d'Algérie. Le 5 juillet de la même année, la République algérienne démocratique et populaire est créée. Depuis lors, le 1er novembre et le 5 juillet sont en Algérie des journées chômées et payé. Au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, a donc été réélu pour un mandat de 7 ans. Sa réélection a été confirmée par la Cour constitutionnelle le 22 octobre dernier. Et donc, ses partisans de la briqueterie dans la ville de Yaoundé y ont célébré la session de la magistrature suprême de Paul Biya. C'est donc un reportage d'Aboubacar Sidika, notre correspondant au Cameroun dans la ville de Yaoundé. Après les résultats de la présidentielle 2018 proclamés par la Cour constitutionnelle au Cameroun, chaque jour qui passe est un moment de fête.
dans les rangs des militants du RDPC et surtout de tous ceux qui ont soutenu le candidat Paul Biya. Le mythique quartier de la briqueterie, en plein cœur de la capitale camerounaise Yaoundé, n'est pas resté en marge de cette fête. La société civile de ce coin est montée sur scène au cours de cette retrouvaille en présence de nombreuses autorités de la ville et plus précisément de l'arrondissement de Yaoundé 2. Un véritable moment pour cette société civile pour remercier tous ceux qui ont participé à la victoire de Paul Biya. Paul Biya qui a gagné et surtout aussi grâce à la briqueterie et tout l'arrondissement de Yaoundé 2. Il y a de quoi féliciter donc les militants, tous ceux qui ont participé, car ils ont fait le bon choix, le grand choix pour l'avenir du Cameroun, l'a dit en ses propres mots le représentant de l'honorable Paul-Éric Djongwe. Cette cérémonie revêt un attrait particulier pour le député parce qu'il s'agit de la mobilisation de la société civile et que dans cette partie de l'arrondissement de Yaoundé 2e, dont il est un acteur politique privilégié, la briqueterie a prouvé tout son attachement à l'homme du 6 novembre 82 et au renouveau national en votant massivement pour le candidat du RDPC. Et donc nous sommes venus remercier ces populations avec lesquelles le député a travaillé dans son programme d'appui à la campagne du chef de l'État dans cet arrondissement. Après cette fête, la prestation de serment, l'autre moment de joie s'annonce tout aussi plein de sonorité, population de la briqueterie en particulier et de l'arrondissement de Yaoundé 2 en général. Toujours au Cameroun, le travail décent n'est pas encore une réalité dans le pays, selon l'Union des travailleurs du Cameroun. Pour ce faire, ils ont donc organisé un séminaire sur la question à l'attention des fonctionnaires du pays. C'est un reportage de Patrick et un autre correspondant depuis la ville de Yaoundé, au Cameroun. Au Cameroun et dans la fonction publique précisément, le travail décent reste et avant tout un slogan, une vue de l'esprit, pas du tout une réalité, selon l'Union générale des travailleurs du Cameroun, qui a organisé un séminaire de formation à l'attention justement des fonctionnaires de la fonction publique camerounaise. Depuis que le Cameroun a signé le protocole d'accord avec l'Organisation internationale en 2014, jusqu'à ce jour-ci, tous les ministères au Cameroun n'ont pas encore eu ce document et on n'est pas encore en train d'implémenter le programme Pays pour le travail décent dans les ministères, donc en grosso modo dans la fonction publique. Donc ce qui veut dire qu'il y en a qui n'ont pas encore entendu parler du travail décent. Pour Isaac Bissala, le président confédéral et principal formateur, il s'agit tout d'abord de définir ce que c'est que le travail décent qui repose sur 4 piliers. Le travail décent a 4 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord la création d'emplois. Ces emplois doivent être créés dans la transparence et l'équité. Ça veut dire qu'ils donnent la chance à tous les Camerounais. Quand il y a un poste quelque part de libre, tout le Camerounais doit postuler. Et le meilleur, c'est celui qui pourra prendre le poste. Deuxième pilier, c'est le respect des normes internationales du travail. Il faut respecter les droits des travailleurs au sein de l'entreprise. Troisième pilier, la sécurité sociale, protéger les travailleurs contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Et le quatrième pilier, le dialogue social. Le dialogue social est toujours le dialogue social. Le séminaire en lui-même vise donc à donner des outils aux fonctionnaires en vue de permettre à ceux-ci de mieux amorcer les négociations des salaires et des conditions de vie et de travail. Ce que nous appelons rémunération ou bien des salaires au niveau de la fonction publique, ça n'a rien à voir avec la vie quotidienne. Donc les salaires sont très bas au niveau de la fonction publique. Et nous aimerions donc à partir de ce séminaire que les représentants des travailleurs de la fonction publique puissent avoir des moyens pour pouvoir négocier. Ce qui veut dire qu'ailleurs, dans d'autres pays, ce n'est plus le chef de l'État qui vient annoncer les augmentations des salaires à la fonction publique, mais c'est comme au privé, on négocie les salaires. Au terme, il s'agira donc de permettre à ces agents publics de mieux connaître les droits qui sont les leurs, mais aussi les devoirs, pour faire en sorte que le milieu dans lequel ils travaillent
et les droits qui leur sont dus reviennent effectivement à ceux-ci et que tout le monde puisse trouver son compte, aussi bien l'employeur qui est l'État et l'employé. Nous restons au Cameroun où le festival africain pour l'enfance et la jeunesse se tiendra donc du 9 au 16 novembre 2018 dans le pays de Paul Biya. Et donc il sera question durant ce festival de mettre sur pied un réseau africain pour la circulation des théâtres dans le continent. C'est un reportage signé une fois de plus par Patrick Eya, notre correspondant au Cameroun dans la ville de Yaoundé. Le Festival africain de théâtre pour l'enfance et la jeunesse aura lieu du 9 au 16 novembre 2018 à Yaoundé au Cameroun. L'information a été rendue publique par les organisateurs. C'était au cours d'un point de presse au Monument de la Réunification. De cette édition, nous aurons la rencontre africaine qui va s'appuyer comment créer des réseaux, un réseau africain pour la circulation des spectacles africains en Afrique d'abord. C'est l'un des premiers plans du festival cette année, où nous allons mettre de l'énergie parce qu'il est important que les compagnies africaines s'imposent d'abord en Afrique avant de s'exposer à l'extérieur. Le FATEJ 2018, c'est donc 8 pays participants, à savoir l'Allemagne, l'Italie, la Tunisie, le Congo, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Togo et bien sûr le Cameroun. À travers des spectacles, stages, rencontres, sans oublier des performances sur scène, des ateliers et rencontres qui vont se dérouler sur 3 sites, à savoir le Centre culturel camerounais, le Monument de la Réunification et l'Institut Goethe de Yaoundé. Le premier, c'est l'invitation d'un comédien, Michael Moritz, qui sera au Cameroun pour une dizaine de jours, pour non seulement un stage, un atelier de formation pour les jeunes acteurs et comédiens du théâtre pour enfants au Cameroun, mais aussi la représentation d'une de ses pièces, La pause déjeuner, qui aura lieu non seulement dans les écoles, mais au sein de l'Institut Goethe même. Lancé en 1996, le FATEJ a pour but principal la confrontation des expériences des spectacles de théâtre destinés aux jeunes publics en Afrique. C'est aussi un espace pour la rencontre de l'Afrique et du reste du monde par la formule invité d'honneur. Il s'agit en somme d'inviter des compagnies venues des pays non africains qui ont une tradition de théâtre pour jeunes publics, la promotion des échanges artistiques entre les compagnies dans le sens sud-sud, nord-sud et nord-nord. Enfin, susciter la création des espaces réservés uniquement à la diffusion des spectacles en direction des jeunes publics africains. Toujours au Cameroun, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine a donc aidé certaines femmes à avoir leur premier bébé. Et donc, ceci après maintes tentatives. Ces femmes, il faut le rappeler, sont déjà à des âges assez avancés. Patrick Eya signe une fois de plus ce reportage. Être maman à 62 ans, cela est tout à fait possible grâce au CRACER. Et le 31 octobre 2018, le professeur Jean-Marie Cassia et ses équipes de spécialistes l'ont réalisé. Redonner le sourire à cette primipare, âgée juste de 62 ans, excusez du peu, après avoir cherché l'enfantement depuis près de 42 ans. Je remercie le Seigneur. Je remercie le pouvoir présidentiel, comme j'entends. Je remercie le professeur Jean-Marie Cassia. Je remercie le classeur. Je voudrais seulement dire à mes amis qui sont désespérés, désunis, que rien n'est possible pour ça. Comme elle, 3 autres mamans vont elles aussi mettre des petites filles au monde et sont âgées respectivement de 53, 46 et 32 ans. Des magnifiques petites filles avec la même satisfaction et gratitude. En 2016 que j'ai commencé à faire la fille. C'est ma 3e fille comme ça. La réussite est à la 3e fille. J'ai été très patiente. À chaque moment, le professeur m'encourageait. Bon, par la grâce du Seigneur,
j'ai eu mon petit bébé. Et après le bloc opératoire, les 4 mignonnes vont sous bonne escorte rejoindre chacune sa tendre maman en salle d'hospitalisation. Une sorte de happy end donc, à laquelle assistent tout ému également quelques membres de famille pour qui ce qui est arrivé au Crasser ce 31 octobre, grâce à Paul et Chantal Biya, relève tout simplement du miracle. Nous restons dans le cadre de la santé, mais cette fois-ci en Ouganda. Le pays sera le premier au monde à administrer le vaccin préventif contre la maladie d'Ebola. Cette décision a donc été prise par les autorités sanitaires du pays et l'Organisation mondiale de la santé. C'est un reportage signé par Halid Mama. C'est une décision prise suite à la propagation du virus Ebola en provenance de la République démocratique du Congo, principalement dans la ville de Beni qui est frontalière avec l'Ouganda. Une position géographique qui pourrait engendrer des risques de contamination élevés. Fort de ce constat, l'État a fait preuve de proactivité en déployant sur le terrain des équipes de vaccination. Il faut dire que ces vaccins qui seront administrés au personnel de santé de première ligne sont à titre préventif. L'Ouganda est déjà connu pour ses rapides réactions sur le domaine sanitaire. Antérieurement, les mesures ont été prises sur la maladie, à l'instar du filtrage des personnes franchissant certains points de passage des frontières. Dans les années 2000, le pays a été victime de sa propre épidémie mortelle d'Ebola. Celle-ci a fait environ 200 morts. En Côte d'Ivoire, le président du conseil d'administration de la MUGEFSI était donc face à la presse nationale et internationale. Il y a seulement quelques jours, il faisait donc le bilan des premières années de gestion de cette mutuelle. Il a profité, Mesme Komoé, et bien sûr, pour présenter un nouveau produit aux Ivoiriens. C'est un reportage signé par nos correspondants. La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, a organisé un déjeuner de presse ce mardi 30 octobre pour dresser le bilan partiel de ses activités depuis leur prise de fonction en septembre 2017. En effet, le président du conseil d'administration, Mesme Komoé, a présenté la MUGEFSI et a fait le compte-rendu de ses 1 an de fonctionnement. En 1 an, qu'avons-nous réalisé? Au niveau de la promotion des valeurs mutualistes, nous avons déjà formé les différents organes de gestion et de contrôle sur les règles de la mutualité sociale. Donc, dès notre prise de pouvoir, les différents membres de ces différents organes ont été formés, et bien formés d'ailleurs. Nous avons également procédé à la formation des membres des bureaux des conseils consultatifs locaux, également sur les règles de la mutualité sociale et les bonnes pratiques mutualistes. Les conseils consultatifs locaux sont les prolongements du conseil d'administration, donc c'est une forme de structure déconcentrée de la MUGEFSI à l'intérieur des différentes régions et départements de la Côte d'Ivoire, mais également à l'intérieur de certaines communes et sous-préfectures. Lorsque nous sommes arrivés, conformément aux pratiques de bonne gouvernance, nous avons organisé un état des lieux. Ça nous a pris, mine de rien, 6 mois. Parce qu'on a voulu avoir un état des lieux des plus sincères, des plus fidèles. Donc, un audit technique sur l'ensemble de notre système d'information a été commandité. Un audit général qui concernait donc la gestion opérationnelle, la gestion technique, la gestion financière, l'organisation et l'institution de la MUGEFSI également a été opéré. Et à l'issue donc de cet audit, les recommandations nous ont poussé à prendre un certain nombre de mesures pour corriger les faiblesses identifiées par l'audit. Parmi les projets en cours de réalisation se trouve la carte intelligente. La carte intelligente, qu'est-ce que c'est? La MUGEFSI était arrivée à une situation où la direction des microfinances s'apprêtait à la mettre sous administration provisoire et à déclarer faillite. Aujourd'hui, par l'action des administrateurs qui ont la confiance, qui ont eu notre confiance et en qui nous avons également placé notre confiance, par leur action, la MUGEFSI fait partie des 3 meilleures microfinances en Côte d'Ivoire. Nous allons accentuer les efforts pour que la MUGEFSI soit la meilleure microfinance en Côte d'Ivoire, mais qu'à terme, la MUGEFSI évolue pour devenir la banque du fonctionnaire. Le premier outil de bancarisation, c'est la carte bancaire. D'où l'existence
d'une carte bancaire à la MUJEFSI. Rappelons que le mandat du conseil d'administration de la MUJEFSI, dirigé par Mesmin Komwe, prend fin en septembre 2021. Au Togo, donc, le climat des affaires en cette année a connu une embellie, ceci selon la Banque mondiale de l'environnement et des affaires, Doing Business. Junior Wafo nous en dit plus dans ce reportage qu'il signe. Le Togo fait désormais partie du top 10 des économies qui ont le plus amélioré leur cadre réglementaire dans le monde. Et les facteurs qui ont joué à l'avantage de ce pays sont entre autres les conditions de création d'entreprises, l'obtention du permis de conduire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété et le paiement des taxes et impôts. D'après le rapport annuel de référence sur l'environnement des affaires Doing Business 2019, le pays est passé de la 156e à la 137e place. Cette progression est la plus grande enregistrée en Afrique cette année. Le rang du Togo, 137e sur 190 pays, indique que le pays a gagné 19 places par rapport à l'année précédente. Le score du Togo sur l'indice global de la facilité s'est amélioré de 6,32 points pour passer de 48,8 dans le rapport 2018 à 55,20. Le pays de Fort Gnassingbé a fait la plus grande progression en Afrique cette année et se trouve comme le deuxième pays ayant amélioré l'environnement des affaires, derrière le Rwanda et la Côte d'Ivoire. Sur le plan africain, il occupe la 22e place et est deuxième derrière la Côte d'Ivoire dans l'espace UEMOA. En Tunisie, donc, pour plusieurs pays dans le monde, le tourisme est un levier important pour les économies de chaque pays. En Tunisie, la hausse du nombre de visiteurs permet de renflouer les caisses de l'État qui ne cesse de mettre plusieurs stratégies sur pied pour attirer les visiteurs. C'est un reportage signé par Lysiane Ndedi. Un bond encourageant pour le tourisme tunisien. Les Tunisiens le doivent aux Chinois, Indiens, aux Français, aux Russes et aux Allemands qui se succèdent dans le pays. Jusqu'au 20 octobre dernier, la Tunisie a enregistré l'arrivée de 6 750 368 touristes, soit une hausse de 17% par rapport à la même période en 2017. Parmi eux figurent 21 873 touristes chinois, soit une croissance de 43,3%. Peut-on lire donc dans un document transmis portant sur les principaux paramètres touristiques. Selon les chiffres du gouvernement tunisien, le nombre de touristes européens a connu une hausse de 43,9% pour atteindre 2 177 881 jusqu'au 20 octobre dernier. Les Français, les Russes, les Allemands trônent en haut du tableau avec respectivement 663 221 touristes, une hausse de 38,5%, 5 991 152 touristes, plus 17,26%, et 246 110 touristes avec 59,9%. Pour ce qui est des recettes du tourisme, jusqu'au bien sûr à cette date fatidique 20 octobre, le bilan fait état d'une nette amélioration à hauteur de 43,3% en dinars tunisiens, de 26,5% en euros et de 34,6% en dollars. Ces recettes ont atteint 1 306,7 millions de dollars. Pour la même période, le nombre de nuitées touristiques qui a atteint 23 388 868 représente une progression de 23,7%. De quoi requinquer les autorités tunisiennes en charge de rendre la Tunisie très active pour le maintien, voire l'amélioration de cette hausse, et ce de manière à attirer plus de touristes dans le pays, surtout les privilégiés et habitués touristes chinois et indiens qui viennent en Tunisie dans le cadre des voyages organisés, exemptés de visa d'entrée. Au Zimbabwe, donc, c'est le président de la République, Emmerson Mnangagwa, qui a annoncé la découverte de potentiels gisements de pétrole et de gaz dans le nord du pays. La société minière australienne Invictus Energy, en partenariat avec le gouvernement, doit déterminer si le forage est possible.
Un puits d'exploration serait creusé par Invectus dans le district de Mujarabani d'ici 2 ans, soutient le président. Le Zimbabwe traverse sa pire crise économique depuis une décennie. Les pénuries de carburant sont un problème fréquent et les coupures de courant sont aussi nombreuses. Pas d'argent, pas de pain, pas de fast-food dans le contexte de la nouvelle crise au Zimbabwe. Le ministre des Mines, Winston Chidando, a déclaré que le puits, situé à environ 240 km au nord de la capitale Harare, serait foré à coût de 20 millions de dollars. Au Mali, donc, après plusieurs mois de revendications dans le pays, les syndicats de magistrats avec leurs militants ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève. Ils réclamaient plus de sécurité dans les tribunaux pour les personnels de justice et une augmentation de salaire. Un accord partiel a été trouvé avec les autorités ce 1er novembre 2018. C'est à huis clos après plus de 2h30 de débat que la décision a été prise par l'Assemblée générale des magistrats. Le mouvement est suspendu après plus de 100 jours de grève. Au total, 337 agents viendront renforcer les équipes déjà sur place pour sécuriser les juridictions. Quant à la seconde revendication, c'est de l'augmentation des salaires. Les magistrats n'ont pas obtenu gain de cause. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait néanmoins promis qu'un effort serait fait concernant leur rémunération. Ils devront patienter jusqu'au début de l'année 2019 pour l'éventuelle reprise des négociations sur les salaires. Les magistrats reprendront le travail le 5 novembre, c'est-à-dire en début de la semaine prochaine. Au Niger, lors de la 4e session ordinaire des conseils des ministres concernant la zone du G5 Sahel, donc la stabilisation de ces zones-là en Afrique était au cœur des discussions durant donc cette 4e session. Et donc un partenaire pour se faire débloquer une somme de 90 millions d'euros pour justement stabiliser cette zone du G5 Sahel. Les détails avec Junior Wafo. Il s'agit de l'Alliance Sahel qui a débloqué la somme de 90 millions d'euros pour financer des projets afin de stabiliser les zones dangereuses du Sahel. Ceci avec pour objectif de redonner de l'espoir aux populations de cette région. C'est du moins ce que fait savoir Jean-Marc Gravellini, responsable de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel en Afrique. Constituée de la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, l'Espagne, ainsi que les Nations Unies, l'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, cette plateforme de coopération lancée en juillet 2017 répond par ce financement à l'appel lancé par les pays du G5 Sahel à la réunion de Niamey le 30 octobre dernier. Il demandait à la communauté internationale d'appuyer le programme d'urgence d'aménagement d'infrastructures dans les zones fragiles du bloc. Outre les 90 millions d'euros, l'Alliance prévoit également le financement futur de 500 autres projets multisectoriels pour la sécurisation et le développement des pays du G5 Sahel, constitués de la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Nous terminons ce bulletin d'information par l'Arménie où le Parlement a donc été dissous ce 1er novembre 2018. Ceci 2 semaines après la démission de Nicole Pachinian du poste de Premier ministre. La dissolution du Parlement arménien n'est pas une surprise. Les députés majoritairement issus de l'opposition républicaine n'ont pas voté en faveur de Nicole Pachinian, unique candidat à sa propre succession comme chef du gouvernement. Nicole avait démissionné de son poste de Premier ministre le 16 octobre dernier. L'objectif était de provoquer une dissolution du Parlement, des élections législatives anticipées et remporter une majorité parlementaire. Suite à la démission donc du Premier ministre, la Constitution arménienne prévoit en effet que les députés tentent d'élire à 2 reprises un nouveau candidat. Nicole Pachinian avait passé au préalable
un accord tacite avec les députés afin que lui-même ou un autre candidat ne soit pas élu. Le Parlement a donc été dissous comme le prévoit la loi. Une première étape qui correspond donc à l'agenda de l'ancien Premier ministre. Les élections législatives anticipées sont fixées le 10 décembre 2018. Et si le parti de Nicole Pachignan emporte, comme il espère, une majorité parlementaire, il pourra alors poursuivre ses réformes pour lutter contre la corruption. Et voilà qui met un thème à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média, la dernière de la semaine. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.